bienvenue à mon Ciné Balado, édition spéciale talent, artisan du cinéma, une espèce de hors-série avec Dominic James. Dominic James, c'est un scénariste-producteur qui est à la fête... qui est à la tête de la fête. Qui est à la tête des productions La Fête, évidemment, derrière les comptes pour tous. Alors, bienvenue à cet épisode spécial en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Voilà, j'ai parlé avant que tu me présentes. Puis on sort ça là parce que les comptes pour tous, donc des productions La Fête, sortent Mademoiselle Bottine, une relecture du classique Bac et Bottine. Fait que, on a eu l'occasion... Si vous voulez écouter, on a fait un épisode spécial avec l'équipe du film, Antoine Bertrand, le réalisateur Yann Lanouette et la jeune Marguerite Laurence. Mais là, ici, on parle de l'ensemble des productions La Fête plus que la production littéralement de ce film-là. On revient sur son parcours, quelqu'un qui a commencé par le hockey avant de bifurquer au cinéma aux États-Unis, tomber dans le thriller, puis là, ressourcer, se retrouver et relancer les comptes pour tous au moment où ça allait mal. Oui, Dominique a vraiment un parcours assez intéressant, assez original. Puis j'avais eu l'occasion de lui jaser, fait que je trouvais que... C'est toi qui avait parlé il y a un an dans un autre contexte. Ouais, c'est ça. Quand il est venu présenter Coco Ferme, tout ça, fait que le premier film de la relance des comptes pour tous, puis je le trouvais super intéressant. Je me suis dit, je pense que ça ferait vraiment un bon invité à découvrir là, pour les amateurs de cinéma. Oui, exactement. Même si vous ne tripez pas tant film jeunesse ou je sais pas quoi, c'est un parcours qui est différent de celui de j'ai toujours voulu faire du cinéma, puis ça a bien marché pour moi. Il a vraiment bifurqué à gauche, à droite. Fait que, et si vous voulez voir Mademoiselle Bottine, ça, c'est à l'affiche partout au Québec depuis le 29 novembre. Et c'est tout. Allons avec notre épisode, avec notre invité, M. Dominic James. C'est avec un immense bonheur qu'on accueille Dominic James dans le balado. Alors Dominic, il est maintenant à la tête depuis quelques années des productions La Fête et des comptes pour tous. Mais aussi, Dominic a un parcours quand même assez singulier. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, puis je trouvais que ce serait un bon invité à recevoir dans le balado. OK. Je te lance ça de même, mon Jeff. Salut, Dominic. C'était ça l'intro. Oui, c'était ça l'intro. Moi, j'avais la face d'un meter. Oui, c'est ça, parce que là, t'as ressorti ça des boulamites, finalement, les productions La Fête, il y a quelques années. Mm-hmm. Mais si on remonte bien avant ça, Pat m'a dit que t'étais un joueur de hockey, toi, à base. Oh boy, oui, on remonte avant ça. Oui, je suis curieux de savoir c'était quoi ton costume d'Halloween à 8 ans. Oui, exact. Non, oui, effectivement, j'étais joueur de hockey, j'étais gardien de but. En fait. Okay. J'ai joué au hockey au prep school aux États-Unis, universitaire américain. Après ça, je suis allé pro. J'ai joué dans la East Coast pendant 1 an. OK. C'est vrai que c'est là que les rêves vont pour mourir? C'est là que les rêves vont pour mourir. Et finalement, j'aurais pu continuer après, mais j'étais déjà un pied dans le cinéma. Puis, j'avais étudié en cinéma à l'université. Puis, j'étais déjà... je sentais que ma passion était plus forte pour le cinéma que pour le hockey. On dirait que des fois, c'est un tabou, le sport et l'art, que... au secondaire, c'est souvent un clivage, là, les artistes, tandis que les jocks, eux autres, puis pour plein de monde, finalement. Mais à l'université, ça se vivait bien, ça? Écoute, je vais te conter une anecdote par rapport à ça qui est drôle, parce qu'il y a à peu près 3 semaines, j'ai été invité à retourner au prep school à New York où j'étais allé. Puis, tu sais, là, imaginons-le, le prep school à New York, c'est vraiment le Dead Poets Society. Là, c'est ce qu'on imagine des campus américains, là, que tout le monde vit sur le campus puis que c'est extraordinaire. C'était exactement ça. Mais est-ce que c'était extraordinaire? C'était absolument extraordinaire. Et j'ai vécu 2 années là absolument magnifiques. Et l'anecdote, c'est que je suis retourné là parce qu'ils m'ont invité pour faire un visionnement de Mademoiselle Bottine devant l'école. Et puis c'était vrai. Puis de faire un petit speech, puis c'était devant les étudiants. Puis c'était absolument extraordinaire d'y retourner. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'étais là, évidemment, j'étais là pour le hockey, puis j'avais un scholarship pour aller là pour le hockey, mais il y a un gros programme d'art. Et c'est un prof d'art qui s'appelait Mr. Hardy, qui a vu l'artiste en moi. Et lui, il m'avait amené dans le centre d'art, puis il dit, tous les matins, tu viens ici, puis tu dessines, tu peins, tu fais des trucs. Il essayait de nourrir ça, puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'embarquer avec eux dans un musical de La Princesse au Petit Pois. OK. Et le Petit Pois, c'est quoi? La Princesse et le Petit Pois. Ouais, et donc, on la connaît avec les 7 matelas. Ouais. Bon. Et il voulait que je joue l'espèce de rôle du Petit Pois. Non, du prince épais, etc. Blablabla. Puis finalement, j'ai accepté d'y aller avec eux. Puis j'ai tellement vécu une expérience extraordinaire. Puis c'est là que j'ai comme découvert ma propre passion. Tu sais, j'avais plus de fun
à monter ce show-là avec toute cette gang-là que j'en avais à pratiquer puis à jouer au hockey. Et j'ai raconté cette anecdote-là quand je suis allé. Et lui, il était à la retraite maintenant, mais il est venu voir le film puis il était là. Et il savait pas qu'il a changé le cours de ma vie. C'était super émouvant, puis il pleurait beaucoup à la fin du film. C'est très Dead Poet, ça a été, c'est finalement. Très Dead Poet, ça a été. Et donc, oui, alors c'est un peu là que ça a commencé à virer vers le... Puis à la fin de ma première saison pro, je me rappelle d'être sur la plage à Biloxi, au Mississippi, puis je me suis posé la question, là, tu vas faire quoi? Parce que d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu mettes les 10 000 heures pour être bon dans quelque chose. Ouais, tu ne pourras pas faire les deux. Tu ne pourras pas faire les deux, puis j'ai littéralement... Je suis parti de la plage, je me suis allé à l'aéroport, j'ai déménagé en Californie, puis j'étais allé apprendre à faire du cinéma pendant 3 ans là-bas. J'ai jamais rejoué après. Et pourquoi le cinéma? Ouais? Qu'est-ce qui t'a happé dans ce... Je pense que j'étais très attiré par... de un, je pense que j'ai un côté artistique très fort en moi que je ne connaissais pas avant ça. Mais j'aime l'univers de raconter des histoires, d'inventer des histoires, d'être dans un monde fictif. J'ai toujours été fasciné par ça. Puis je pense que ça s'est développé de plus en plus à travers le temps à cette époque-là. Là, on parle de 16, 17, 18 ans. Donc, c'est vraiment là que ça a été le point tournant pour moi. Avant ça, je me suis amusé à faire des petits courts-métrages comme tout le monde, mais je pense pas que j'avais... ma mère, c'est Claire Pimpari. Oui, bon, c'est ça. Fait que je savais pas s'il y avait déjà un lien... J'étais un petit peu Obélix qui est tombé dans la potion magique. C'est Obélix qui est tombé dans la potion magique? Oui, tout à fait. Donc, j'étais un petit peu déjà grandi dans le milieu. Fait que pour moi, c'était pas un gros... Mais fait que t'allais déjà sur des plateaux de tournage? J'allais, oui. Fait que toi, Passe-Partout, c'était pas la même magie que... Non, pas pour les autres. Non, zéro. T'écoutais pas du tout, finalement, j'imagine? Non, je l'écoutais. Je pense que ma mère a déjà raconté l'anecdote que je pensais que j'avais 2 mères. J'avais ma mère dans la télé, puis ma mère à la maison. C'était 2 personnes complètement distinctes. Tu vois, c'est une autre perspective, parce que c'était pour 1995, justement. Je parlais avec Sandrine Bisson, puis elle a dit que son garçon, il pensait qu'elle avait un autre fils. Parce que quand les gens la croisaient à l'épicerie, ils disaient « Ah, c'est toi la mère de Ricardo, c'est toi la maman de Ricardo. » Fait que son garçon était comme « Ça y est, elle a une double vie. » C'est très bon, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Fait que toi, tu avais la perspective inverse de penser que tu as une double mère. J'ai une double mère, j'avais une double mère. Puis, fait que sur le coup, tu n'étais pas tant interpellé par être oui, comédien, mais je peux pas te dire que j'étais né un petit artiste qui se promène partout. Je pense que j'étais plus hockey, j'étais plus mais j'ai toujours dessiné, après ça, quand tu regardes, tu réalises, finalement, j'étais pas mal plus artiste dès la naissance, mais je pense pas que j'ai comme vraiment rentré dans cet univers-là avant. Puis quand tu arrives en Californie, on est quoi, de 95? Non, plus que ça, je pense qu'on doit être 99. T'arrives-tu en disant c'est moi qui vais faire Terminator 3, je vais être le prochain? Non, j'arrive un peu de nulle part, puis je suis juste très curieux, puis je suis pas allé à UCLA ou je suis pas allé faire un programme parce que j'étais pas invité là, puis j'avais pas appliqué pour rentrer dans une université à ce moment-là, mais la beauté de Los Angeles, c'est qu'il y a tellement de séminaires partout, puis de cours qui se donnent partout hors université, parce qu'évidemment, le bassin de gens créatifs est absolument énorme. D'ailleurs, il y a des côtés très négatifs de Los Angeles, mais il y a des côtés très positifs dont celui-là. Fait que, tu sais, je me suis fait un programme universitaire à moi à travers un paquet de séminaires que j'avais identifiés, tu sais, avec des storytellers, des scénaristes, des réalisateurs, réalisatrices. Des fins de semaine intenses. C'était 7 jours sur 7. Okay. Mais raconte-nous quand même le chemin pour aller à ça. Parce que c'est quand même assez singulier et peu de gens savent ça aussi. Oui. Mais tu vois, tu arrives, puis tu commences à rencontrer du monde, puis tu t'intéresses, puis là, tu réalises, OK, il y a un séminaire sur la scénarisation qui se donne à telle place mercredi. J'ai dit, OK, là, je vais aller faire ça. Après ça, rapidement, ce qui est arrivé, c'est... Tu dois revoir certains visages, peut-être. Oui, complètement. Puis du monde connu, là, tu sais, souvent, Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai été à une place... Et j'avais posé des questions pendant une conférence. Et c'était un scénariste qui travaillait beaucoup en télé, dont je ne me rappelle pas du nom, mais à la fin, il est venu me voir et il m'a dit « Écoute, on fait un petit groupe
les vendredis soirs chez nous, si jamais tu veux venir. Plus élitiste. Plus élitiste. Fait que j'ai dit, ben oui, super. Puis j'arrive là, puis finalement, je réalise que c'est tous des scénaristes de films hollywoodiens puis de séries. Et c'est comme un petit groupe secret qu'ils ont, où est-ce qu'ils arrivent ensemble, puis ils parlent ouvertement de tous leurs problèmes qu'ils ont dans l'écriture de leur projet. J'étais de toute évidence le seul qui ne travaillait pas et qui n'avait pas de problème de scénarisation à ce moment-là. Problème d'employabilité. Mais finalement, ça a été une école extraordinaire parce que tu étais là à apprendre des vrais défis que ces gars et ces filles-là vivaient dans le milieu professionnel. T'étais-tu un peu script doctor finalement? Je suis devenu indirectement script doctor. J'ai finalement compris qu'il m'avait amené là parce que je pense qu'il aimait ma lecture puis ma critique ou mes questionnements sur des trucs. Fait que finalement, on a formé un groupe, puis ça a été une école extraordinaire. Mais tu m'avais raconté que tu avais quand même suivi des formations à l'Église de Scientologie, parce que beaucoup de gens vont là. Oui, c'est vrai, que je trouvais complètement inusité. Non, écoute, c'est fou parce que je m'étais fait dire que l'Église de Scientologie à Los Angeles, qu'on connaît évidemment, était reconnue pour donner des cours en cinéma qui étaient absolument extraordinaires. On entend plein de John Travolta et d'autres. On sait qu'ils sont nombreux à être scientologues qui sont dans le milieu. Et donc, moi, étant curieux, je m'en vais là sans trop savoir où je m'en vais. Et finalement, effectivement, il y avait énormément de cours qui étaient très intéressants. Mais après ça, il t'invite à faire des tests, puis des pour de personnalité, puis etc. Fait que là, j'avais fait les tests de personnalité, puis bon, finalement, je ne suis pas devenu scientologue, je te rassure, et je suis retourné à mes... Mais c'était effectivement... resté maître de ton argent. Je suis resté maître de mon univers, mais c'était une école extraordinaire pour ces raisons-là. Il y a des ressources incroyables. Fait que c'était... j'ai eu des belles aventures avec l'Église de Scientologie. Écoute, il y en a qui utilisent aussi l'Église catholique et autres pour voyager, pour des trucs... peut-être moins en cinéma, mais peut-être en musique. Mais moi, c'est plus par naïveté, je pense. J'étais allé là, je trouvais ça très beau. J'avais aucune idée c'était quoi à cette époque-là. Ça n'avait pas le succès, si on veut, en guillemets, que ça a eu... non, ou la... 2000. Oui, exact. Mais non, c'était une bonne place. Quand est-ce que tu reviens au Québec dans tout ça, à ce moment-là? Je te dirais que je fais à peu près 2-3 ans à travailler là-bas, puis j'ai commencé à réaliser des capsules, des entrevues, puis des petits trucs, parce que je m'en allais plus vers la réalisation au début. Et finalement, je suis arrivé à un point parce que j'ai réalisé, OK, il faut que je fasse un film, puis que je commence à réaliser, parce que je me rappelle plus c'est quel réalisateur que j'avais vu d'ailleurs, que j'avais demandé, puis je me suis fait poser la question souvent par la suite, fait que c'est drôle, mais j'avais demandé, qu'est-ce que ça prend pour devenir réalisateur? Puis sa réponse, ça a été, il faut que tu fasses des films. C'est pas bien compliqué. Fait qu'au lieu d'en tu fais pas rien. Non. Là, t'as un film de 22 millions de dollars. Là, t'as un film de 22 millions. Là, tu fais Mademoiselle Bottine. C'était comme, fais-le. Ramasse un Kodak, développe une histoire parce que c'est en le faisant que tu apprends. Puis là, j'ai réalisé que ça serait peut-être plus facile de faire ça à Montréal parce que j'avais plus de contacts, plus de ci. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire le saut puis de revenir. Puis là, ça a été rapide après ça parce que j'ai commencé à faire du court-métrage. De là, je me suis fait remarquer. J'ai commencé à faire de la publicité à la télé, des vidéos de musique pour plein d'artistes. C'était les belles années des vidéoclips. C'était les belles années. Là. Moi, j'étais chanceux. J'étais là dans les années où est-ce que les vidéoclips étaient très populaires. Puis vite de même, c'est quoi les artistes ou les clips que écoute, j'ai fait Daniel Bélanger. J'ai fait beaucoup. Du Marie-Chantal Toupin. Non, j'en ai fait pas mal. Puis beaucoup de publicité télé. Puis je me suis fait offrir un premier long-métrage assez rapidement à cause d'un court-métrage que j'avais fait. Puis c'est de là que ça a parti. Oui, ça c'était Die. Ouais. OK, t'as une copro avec l'Italie, un thriller psychologique. C'était en anglais. En anglais, oui. C'est comme ça que ça commence. Là, je sais pas si c'est tabou, mais t'as réalisé Angle mort. J'ai réalisé Angle mort. Qui avait l'air d'un projet quasiment empoisonné, cette affaire-là. Ou qui a déraillé. Suicidaire. Oui, c'est ça. Mais j'avais entendu Karine Vanasse aussi, puis je pense que tout le monde était comme... c'était... Mais en même temps, pas supposé être ça. Je te dirais... tu vas dire, je suis reconnu pour mon approche positive, mais c'était une école extraordinaire. Parce que, moi, je suis de la vie, je vais le dire en anglais, là, mais fail early, succeed fast. Là. Le plus vite que tu vis des échecs, le plus vite tu peux comprendre pourquoi, tu peux apprendre de ça, tu peux modifier, t'ajuster. Il n'y a pas de secret, tu n'arrives pas bon. Il n'y a pas personne qui arrive bon. Il y a énormément d'années de travail pour développer le craft, pour développer la compréhension de c'est quoi faire un film.
de l'écriture à la réalisation, à la production. Et Angle mort, ça a été une école extraordinaire parce qu'il n'y a rien qui marchait. C'était effectivement un projet... C'était un tournage international, à Cuba. Die avait été très difficile pour d'autres raisons, mais Angle mort, j'ai été amené très tard dans le projet parce que c'est pas moi qui devais faire ça à la base. Okay. Si je ne l'avais pas écrit, je ne l'avais pas développé. C'est un projet de commande. Oui, j'ai juste fait des projets de commande comme réalisateur. Et donc, j'ai été amené là-dessus pour le réaliser avec un scénario qui avait des problèmes. On est arrivé à Cuba, on devait tourner là, puis il n'y a rien qui marchait, puis on n'avait pas accès à rien que ce qu'on demandait. C'était un des premiers films tournés à Cuba, officiellement? Je pense qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Puis on a découvert Cuba, c'est beau, mais pour tourner des films, c'est un défi. Parce qu'ils te disent oui, puis finalement, tu arrives là, puis c'est non. Fait qu'à chaque fois, c'est un casse-tête. Déjà, faire un film, on sait que c'est difficile, mais dans des conditions semblables, c'est encore pire. Mais, tu sais, puis j'ai été avec Jérôme Sabourin, la direction photo, qui est un talent extraordinaire. Karine, on avait une super belle équipe, heureusement. Mais à chaque jour, on essayait on faisait pas un film, on essayait de régler des problèmes, puis de patcher des trucs. Puis finalement, on s'en est sorti avec quelque chose de correct, là, mais non, ça a été une expérience très, très difficile. Puis je pense que c'est là où j'ai commencé à réaliser que j'avais un talent, puis j'avais développé un talent comme réalisateur d'un point de vue visuel. Tu sais, j'étais assez bon avec la caméra, je savais comment shooter, je savais comment bâtir un univers visuel, mais j'avais pas développé vraiment le craft du storytelling. OK. Et c'est là que j'ai commencé à être conscient de ça, puis j'ai commencé à dire, OK, je devrais être capable de l'arranger, le scénario, je devrais être capable de corriger des problèmes, je devrais être capable de trouver des solutions. Et c'est là que ça a comme ouvert la petite lumière à l'allumer, puis ça a comme fait genre, OK, peut-être que ça serait le temps de... Puis je pense que j'avais entendu Steven Spielberg, évidemment, qui un bon modèle. Qui est un modèle incroyable. Et Spielberg avait dit, j'ai pas tant d'intérêt pour un réalisateur qui sait où mettre la caméra. J'ai plus un intérêt pour celui qui est capable de raconter une histoire. Puis là, ça m'avait comme marqué, puis j'avais réalisé que j'étais dans la première version de son affirmation. Et là, il a commencé un journey à vouloir devenir un excellent storyteller. Je pense que c'est là que ça a commencé. Parce qu'après ça... Qu'est-ce qui s'est passé entre Angle mort puis Coco Ferme? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un dernier film de commande qui s'appelait Wait Till Helen Comes avec Sophie Nellis, qui était en anglais, qui était un ghost story famille. Donc, c'était mon premier pas un peu dans l'univers. Mais là aussi, c'était difficile parce que dans ce cas-là, on avait des partenaires financiers qui, eux, voulaient un film épeurant. Puis le film, sur le scénario, c'était plus un ghost story un peu Disney-ish. Fait que ça aussi, ça a été difficile parce que là, c'était constamment à essayer de plaire aux partenaires financiers, mais en même temps, puis c'était un autre scénario qui avait des gros défis qui n'ont pas été adressés. Puis, tu sais, on le sait, on le dit constamment, if it's not on the page, it ain't on the screen. Hein? Fait que si le scénario il est pas solide, ça va pas se corriger au montage. Ça va pas se corriger en tournage, ça va pas se corriger en montage. T'sais, donc, ça a été comme mon dernier step, et c'est vraiment après Wait Till It Comes que j'ai fait un arrêt complet. Puis j'ai fait une réévaluation, puis j'ai dit, OK, là, je m'en vais où, là, parce que je veux pas passer ma vie à faire des films de commande. Qu'est-ce que moi, je veux dire? À quoi je sers? Et là, je suis revenu à l'enfance, puis je suis revenu à c'est quoi qui me faisait triper du cinéma, puis pourquoi que j'avais voulu faire ça au départ. Puis là, on enlève l'ego qui n'existe plus, on enlève toutes ces affaires-là, puis là, on arrive à la base, puis ce qui me fascinait pour moi, c'était la magie du cinéma qui était dans Les Contes pour tous, ou qui était dans E.T., ou qui était dans Home Alone, ou qui était dans Goonies, ou qui était dans tous ces films-là, qui étaient dans Guerre des Tucs, qui m'ont fait rêver. Puis là, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire, et c'est devenu très, très clair à ce moment-là. Et c'est à partir de là que j'ai dit, OK, je ne réalise plus. Je vais produire, je vais avoir le contrôle sur les films que je fais. Puis je vais ramener ce genre-là qu'on ne voit de moins en moins, parce que à cette époque-là, c'est comme il y a 7 ans, on n'en voyait presque plus. Oui, puis du côté de la fête, tu as eu la gang des hors-la-loi. Oui, gang des hors-la-loi est fini, mais tu sais, même à l'international, je veux dire, Pixar est arrivé, les films d'animation ont pris le marché, après ça, il y a eu les super-héros sans fin. Je pense qu'en Europe, ils en font du live-action ils ont continué pour enfants, mais le marché nord-américain, c'est tranquillement. Puis j'étais comme, voyons donc, on a besoin de ça, puis ça nous prend ça.
ces espèces de films rassemblants. Puis tu sais, le cinéma, on ne se le cachera pas, dans les dernières années, c'est très sombre. On est beaucoup dans le drame, on est beaucoup dans... Et moi, j'avais vraiment le désir de faire des films rassembleurs et inspirants, des feel-good comme on a eu à notre époque. On en a besoin. Et c'est de là que c'est parti. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que ma conjointe, Christine Doyon, qui travaille avec nous à la fête aussi, puis qui est scénariste puis réalisatrice, elle faisait un documentaire pour Roch Demers, justement sur Gang dehors la loi, qui était le dernier conte pour tous de Roch Demers. Et elle me dit, à un moment donné, Roch retourne à Montréal parce qu'il va rencontrer des investisseurs, parce que je pense qu'il veut vendre la fête. Et c'est là que ça l'a frappé comme une tonne de briques, parce que le problème que j'avais, c'est que je partais avec rien, avec pas d'expérience. J'avais eu de l'expérience comme réalisateur, mais j'en avais pas comme producteur. J'ai pas de compagnie, j'ai pas connu de personne, j'ai aucune crédibilité de rien. Tu pars de loin, là, c'est un reset complet. Ça donne le vertige. Puis là, j'ai dit... T'approches de la quarantaine à ce moment-là? À ce moment-là, j'approche de la quarantaine. Puis là, je suis comme... Puis moi, Christine, on vient d'avoir un enfant. Puis là, puis là, on est que... OK, la fête. Mais oui, la fête, voyons, la fête ne peut pas mourir. Les contes pour tous ne peuvent pas mourir. Ça va être ça, tu sais. Et là, c'est devenu... Je me souviens que dans le marché, ça parlait de, tu sais, si Roch n'arrive pas à vendre... ça va être juste ça. Puis, tu sais, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de film aussi. Oui, complètement. Oui, la compagnie n'allait pas bien. C'était fini, puis ça faisait longtemps. Télé-Québec, les reruns, c'était pas mal fini. Puis ça faisait longtemps aussi que, tu sais, ils ne produisaient plus de films comme on a connu avant. Puis c'était rendu difficile de les financer, c'était difficile de les développer, puis etc. Fait que, tu sais, on est arrivé, mais moi, j'ai vu la marque, j'ai vu l'historique, j'ai vu le lien émotif qu'on a avec cette marque-là au Québec. J'ai vu le potentiel de prendre cette marque-là puis de la repartir. Et donc, j'ai appelé Roch Demers, puis j'ai dit, il faut que je te rencontre. Puis j'étais allé m'asseoir avec dans ses bureaux. Puis pendant 1h30, 2 heures, on a parlé, puis j'ai expliqué ce que je voulais faire, puis mon plan de relance. Puis à la fin de la rencontre, il m'a pris la main, puis il m'a dit, il faut que ce soit toi. Puis c'est de là que c'est parti. Hey, c'est incroyable. Comme tu pars sur une bulle. Dans le sens, je veux dire, c'est comme, oui, t'es sur un nuage, c'est ça, je veux dire. Oui, tu sais, tu capotes, mais en même temps, je suis sorti du bureau, puis c'est un vertige total, parce que là, tu réalises, OK, c'est super. Mais de un, évidemment, d'un point de vue affaires, il fallait l'acheter, la compagnie, puis il fallait faire le due diligence, il fallait rendre tout l'apprentissage d'entrepreneuriat par-dessus. Mais au-delà de ça, il y avait le vertige, puis il y avait l'espèce de poids énorme que on est rentré dans les bureaux peut-être 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Puis j'étais avec Sacha Sojic qui travaille à la fête avec moi, qui est un ami de longue date. Puis on s'est assis les deux dans le bureau vide de la fête avec les posters des Contes pour tous autour de nous. Puis on a fait comme wow. Ouais, c'est réel. C'est comme aller t'asseoir dans la chambre du Canadien. Puis tu regardes les photos partout. Puis tu fais comme OK, c'est moi qu'il faut. Nos mains meurtries, vous tendent le flambeau. C'est moi qu'il faut qu'il relance ça. Là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'amènes à la prochaine question. Tu commences où? Tu commences-tu tout de suite? Hey, on fait une nouvelle œuvre originale. Mais finalement, vous avez commencé en faisant des genres de relectures très originales, pas juste un remake plan par plan. Là, mais... Ben, on avait, je te dirais, c'est long cette période-là. Parce que là, aujourd'hui, ça va super bien. Puis on fait un film par année, puis là, c'est parti. Mais ça a l'air facile, mais quand tu reviens en arrière, il y a eu un gros 5 ans, puis 5 ans, c'est long en maudit. 5 ans où on essaie de comprendre qu'est-ce que ça va être un film La Fête aujourd'hui. Okay. On pouvait pas juste repartir une recette qui marchait plus, puis on pouvait pas non plus juste revenir et faire des remakes, pour la simple et unique raison que je ne crois pas au remake. J'aime pas l'idée d'un remake, parce que tu sais, puis Disney l'a fait puis pendant des années, puis j'aime pas cette expérience-là. J'aime pas offrir cette expérience-là parce que comme storyteller, on a un mandat de parler de sujets puis d'adresser des thèmes qui sont d'aujourd'hui. Et donc, on a une responsabilité quand on fait un film de pas juste faire un film qui est divertissant, mais de faire un film qui peut aider ou apporter quelque chose. C'est très difficile de faire ça quand tu fais un remake. Tu es juste dans du divertissement parce que le film existe déjà, on l'a vu, puis il adresse des thématiques d'il y a 15 ans, 20 ans, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu n'es plus là. Fait que, mais de s'inspirer de certaines idées ou de certains contes pour tous, dont la prémisse de base passe le test du temps, c'était intéressant. Le plus intéressant, c'était Bac et Bottine. La raison pour laquelle c'était le plus intéressant pour nous, c'est que
ça traite de l'isolement. Et donc, je trouvais qu'avec la pandémie, post-pandémie, dans le monde moderne, avec les téléphones cellulaires, qu'on est tous sur notre téléphone, on devient de plus en plus isolé. On est de moins en moins ouvert aux autres, puis dans l'échange. Et je trouvais que ça, le personnage... je me rappelle même plus comment il s'appelait dans Bac et Bottine, de l'oncle, Jean-Claude. Le personnage Jean-Claude, qui est isolé puis qui était un peu vieux garçon dans Bac et Bottine, je trouvais qu'il y avait un potentiel de devenir quelque chose d'extraordinaire dans un nouveau film, qui est devenu Philippe Bloom. Qui est plus en anxiété sociale. Oui, qui est un compositeur d'opéra qui a perdu l'inspiration. Puis la raison pour laquelle je trouvais ça fascinant, c'est qu'une thématique que j'aime beaucoup, c'est la perte de l'innocence en est une grosse, qu'on joue beaucoup dessus, mais le passage à l'âge adulte, là, c'est quelque chose qui me fascine parce que je l'avais vécu comme réalisateur. Tu as tes échecs, tu te fais détruire par la critique, tu as tes peines d'amour, puis à un moment donné, on se bâtit une carapace pour se protéger, puis on se développe un personnage, puis là, on devient naturellement de plus en plus loin de l'espèce d'enfant intérieur qui devrait être encore là. Oui. notre flamme là, est rendue de plus en plus cachée en arrière de bien des murs et que un enfant ou une enfant, comme c'est le cas dans Mademoiselle Bottine, débarque puis réveille cet enfant-là en cet homme brisé-là. On savait qu'on avait quelque chose d'assez fascinant et intéressant d'un point de vue scénaristique qu'on voulait adresser. Et justement, tu portes 2 chapeaux, scénariste aussi producteur. Comment tu jongles avec ça quand tu écris? Est-ce que tu as quand même un peu ton regard de producteur ou tu te censures pas du tout puis on verra rendu là? J'ai développé c'est une très bonne question, je te dirais. Ça a été un défi pendant les 5 premières années. Pendant les 5 premières années, on a dû développer 4 ou 5 projets qui ne verront jamais le jour. Ça te donne une idée parce qu'on trouvait qu'on n'était pas dessus. Tu sais, quand tu dis de te mettre une pression, là, on aurait pu dire, ben non, il faut qu'on tourne, on est une boîte de prod, là. C'est long, là, 5 ans sans rentrer de l'argent parce qu'on était comme non, c'est pas ça, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Pas non plus commencer avec 3 échecs commerciaux. Ben non, on savait qu'en partant, il fallait qu'on. Puis on savait qu'on nous attendait aussi parce que quand on l'a dit, le grand retour des Contes pour tous, tout le monde allait se retourner pour dire ah oui, tu sais. Parce que les fans des Contes pour tous, c'est les parents d'aujourd'hui. Ils ont envie de revivre cette expérience-là avec leurs enfants. Les grands-parents, c'était les parents à l'époque qui ont envie de revivre. Fait que, tu sais, on avait une possibilité énorme de rejoindre le public québécois. Il fallait qu'on arrive avec quelque chose qui marche, tu sais. Fait que... Mais c'était quoi ta question? Comment tu jonglais? Comment je jonglais avec les deux? C'est que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, au bout de 4e échec, on pensait qu'on n'a juste pas réussi, puis c'est fini, puis on sera prêt à le relancer à voir. Mais quand tu dis que c'est des échecs, est-ce que vous déposiez, mettons, à Sodec, puis c'était refusé? Même pas. OK. Non, je m'auto-échequais. Rejetais. Ouais, c'est ça. Je m'auto-échequais. Ah, c'est bon pour l'estime, ça, pas d'argent. Auto-échec. Mais c'est pas nous qui les écrivions, tu sais, on engageait des scénaristes, on essayait, mais tu sais, le problème, c'est que le problème, c'était pas les scénaristes, c'était le fait que c'était tellement difficile de trouver le ton qu'on voulait, la structure narrative qu'on voulait, le rythme qu'on voulait, le genre d'histoire qu'on voulait. Puis tu sais, c'est difficile parce qu'on veut rejoindre un public très large. Fait que tu sais, il faut qu'on parle à différents niveaux. Tu sais, Pixar reste une excellente référence, même si c'est du film d'animation, parce que c'est des master storytellers. Puis ils ont pas peur d'adresser des thématiques qu'il n'y a pas un enfant qui va comprendre en voyant leur film. Puis c'est pas grave. Tu sais. Ou qui va le comprendre. Ou qui va quand il va le réécouter quand 3 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Exact. Puis tu sais, ça, on s'est beaucoup inspiré de Pixar. Et ce qui est arrivé aussi, c'est j'étais allé, mon background hockey, on est allé chercher un coach aux États-Unis qui s'appelle Scott Myers, qui a un livre qui s'appelle The Protagonist Journey, qui est extraordinaire et qui enseigne à DePaul University à Chicago. Et moi, vu que j'étais un gardien de but puis j'aime la relation coach-athlète, j'ai recréé ça en scénarisation. Okay. Parce qu'on s'est levé un matin, il n'y a plus rien qui marchait. Christine est descendue dans le bureau, puis là, elle s'était assise en avant de moi, puis elle a dit « Pourquoi tu ne l'écris pas le premier? » Tu le sais, là, qu'est-ce qu'on veut, tu le sais, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi tu prends pas le temps de l'écrire, puis qu'on sait pas comme... Puis là, j'étais comme, ben non, j'essaie de... T'avais jamais vraiment écrit ça? Ben, j'avais écrit, mais tu sais, pas à vraiment faire ça dans la vie. Puis là, c'était comme, OK, j'ai pas le temps. En plus, il fallait que je travaille, puis que je monte la compagnie, puis j'essaie de trouver de façon de financer nos affaires. Puis là, la pandémie a frappé. Puis du jour au lendemain, je me suis ramassé en isolement à la maison. Et Scott, qui fait des conférences à travers le monde, du jour au lendemain, s'est ramassé chez eux. Puis là, on s'est dit, OK,
on commence. Et là a commencé une espèce de journey à la Star Wars, Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan, Obi-Wan. Yoda. Et là, et on a commencé à travailler ensemble avec mon mentor, puis on a commencé à développer le système narratif de la fête. On a commencé à faire les liens. Puis lui aussi, il est un fan de Pixar, il a travaillé avec plein de monde là-bas. Fait que il y avait toute l'expertise de Canon de dire, ben tu vois ce qu'ils font, eux, c'est ça. Puis là, je dis, ok, parfait. Fait que là, on a intégré ça. Et pendant 6 mois, on a commencé à bâtir tout le système narratif qui est devenu un peu le guide de la fête aujourd'hui. Ouais, il y a comme un book qui est genre... Le playbook. Qu'est-ce qu'on Il y a un est? playbook. Ouais, c'est complètement. Ça. Il y a un playbook avec des règles, on comprend ce qu'on veut faire, puis on le voit dans nos films, puis j'en suis très fier. Notre standard de qualité il est très élevé. Là. On sort pas quelque chose avant qu'on ait répondu à toutes les questions qu'on s'est données, puis à savoir que notre film il sert à quelque chose aussi, puis qu'on fait pas juste faire un film pour faire un film. Là. Oui, c'est ça. Puis là, comme tu dis, vous êtes sur un air d'aller, fait que déjà, Mademoiselle Bottine prend l'affiche dans quelques jours, dépendamment quand vous écoutez ça, mais il y a déjà un film qui est prévu pour à peu près dans 1 an. Oui. Mais là, ça va être une histoire originale, si je me trompe? Oui, une histoire originale, puis je bifurque parce que tu m'as posé une question tantôt, puis je vais revenir à ta question, mais il y a une chose, je pense, qui en réponse à ce que tu me demandais tantôt. J'ai lu un livre à un moment donné qui m'a vraiment aidé, qui s'appelle The One Thing. Puis The One Thing, c'est une philosophie de time blocking qui a été enseignée beaucoup à des CEO de compagnies, etc., qui justement avaient ce problème-là, où est-ce que tu es tout le temps en demande, puis tu es tout le temps pris dans plein d'affaires. Et ce que j'ai développé, puis je pense que Stephen King faisait ça au départ aussi, quand il a commencé à écrire. Tu sais, souvent on se dit, ben oui, mais moi j'aimerais bien ça écrire un film, mais je peux pas parce que je travaille, j'ai une job, j'ai des enfants, j'ai ci, blablabla. Tout vrai. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un habit pour moi qui est le matin. Donc moi, je me lève à 4h30. Wow. Je prends un bain froid. Oui, je prends un bain froid, mais vrai? pas le matin. Okay. Je me lève à 4h30, je marche vers nos bureaux qui sont à 3 minutes de la maison. Et là, j'arrive dans mon bureau, puis j'ai tout mon rituel, puis là, je m'assois, puis c'est là que j'écris. Fait que de 5 du matin à 7h30, c'est mon moment d'écriture. Alors, tout le monde dort, il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui me demande rien. Puis aussi, mon cerveau conscient dort. Donc, tu essaies toujours d'écrire d'un point de vue du subconscient, qui n'est pas en train d'analyser quoi que ce soit, pour essayer d'être... Le cerveau producteur. Le cerveau, exact. Tu le gardes fermé. Je le garde fermé complètement. Puis, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à un moment donné, ce habit-là devient une façon de vivre. Puis, c'est comme si ton subconscient sait que c'est son terrain de jeu, que c'est son moment à lui, puis qu'il ne va pas être arrêté ou il ne va pas être... Et je n'écris jamais en dehors de ces 2 heures et quelques par jour. Ce qui est quand même, au bout de la semaine, c'est un temps très intéressant. Là. Ben beaucoup, parce que c'est fou. Puis un de mes bons amis, c'est Ken Scott. Évidemment, Ken Scott qui a écrit Grande Séduction, Starbuck, etc., qui est, selon moi, probablement le ou un de nos meilleurs scénaristes au Québec. Et Ken, quand il écrit, lui, il est sur un système à 5 pages par jour. Fait qu'il fait juste faire 5 pages, il écrit le matin aussi, puis il fait 5 pages, puis il arrête. 5 pages, j'arrête. Fait que si tu fais le calcul... Des fois, t'es un flow, ça prend 40 minutes, mais des fois, ça peut lui prendre 2 heures parce que ça marche mais il pas fait son 5 pages, puis après ça, il s'en va. Puis ce qui arrive, c'est quand on est en V1, parce que je compte pas le 6 mois de travail avant d'arriver là, mais j'aimais beaucoup dans l'écriture cette discipline-là, de te dire, OK, tu le fais par petit, puis c'est ça le truc, les gens voient la montagne. Tu sais, la montagne, elle se monte un pied à la fois, avec bien du monde qui t'aide, puis là, t'arrêtes, puis tu te questionnes, puis là, on amène tout le monde, puis là, moi et Christine, on le regarde, puis là, on décortique, on recommence, puis on repart. Fait que c'est tout le temps ces espèces de petits, puis à un moment donné, mais tu finis par être en haut de la montagne. Pour revenir au hockey, c'est comme Crosby qui frappait toujours la rondelle, ses sécheuses, laveuses à la maison. Ben oui, tu sais, c'est... Exact. C'est un muscle, le cerveau. Oui, puis c'est ben trop exigeant je sais pas s'il y en a qui le font, c'est peut-être plus les romanciers, mais le fameux truc de je loue un chalet, je m'en cabane pendant 4 jours, puis j'ai juste une caisse de bière, puis je fais, ça serait pas de très bonne chose caisse de bière, mais en tout cas, c'est juste comme non-stop. Je te dirais qu'il y a comme une espèce de folie ou de romance de scénariste de se dire que tu finis par être enfermé à quelque part, puis ça vient dans l'air. Café club, puis c'est comme une belle idée, mais la vérité, c'est que c'est pas de même ça marche. Il faut que ça soit dans ta vie avec une discipline au quotidien, puis c'est parce que c'est pas 4 jours, là, c'est 1 an à écrire un film. Là. Fait que tu sais, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Après ça, c'est tout le temps. Fait que si t'as pas la discipline, c'est un marathon. Si t'as pas la discipline de ça,
Puis de t'entourer de monde, parce que, tu sais, une des grosses choses qu'on fait à la fête, c'est que, oui, c'est moi qui l'ai écrit, mais il y a 6 personnes autour de moi, là, tu sais, qui questionnent, qui challenge, on recommence. Fait que si t'es pas ouvert à ça, comme disait Ed Catmull de Pixar dans son livre Creativity Inc., qui est un autre super bon livre, à un moment donné, le scénariste, tu vas boire ton propre Kool-Aid. Tu t'es fait ton petit mix puis tu trouves ça vraiment bon. Là. Le film, il n'est pas à propos de toi. Fait qu'il faut que tu le testes à chaque étape. Fait que c'est pour ça que nous, on peut passer, comme je disais, des mois et des mois à faire le casse-tête, puis recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Puis là, on est comme, OK, non, c'est pas ça le thème. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce film-là? Puis on recommence. Puis tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire avec, on s'en va pas en écriture. Puis dans votre échéancier chez La Fête en ce moment, là, il y en a un qui va sortir au cinéma, qui va être au cinéma. Il y en a un que le prochain qui sortira. Ma belle-mère est une sorcière. Le tournage est fait ou ça s'en vient? Non, on commence à tourner au printemps. Puis est-ce que tu es déjà en écriture du suivant? Ou les deux suivants, oui. C'est ça, okay. Fait qu'on Faut jamais qu'il y ait une portion qui soit morte. Là, non, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'il y ait mais c'est tout le temps... on est tout le temps sur... plusieurs lignes à l'eau. Oui, puis tu sais, on est tout le temps deux. Tu sais, j'ai souvent dit, j'ai des partenaires de TVA Film dans les 3 Comptes pour tous qu'on faisait. Le Coco Film était le premier. Ma belle-mère était une sorcière, et le deuxième. Puis tu sais, au développement, ils financent le développement avec nous. Puis on avait eu la discussion, puis tu sais, j'ai dit, on va financer en 2, je vais en développer 4. OK. Parce que c'est comme une course de chevaux. Tu penses que ton cheval il est écœurant puis qu'il va gagner le derby, puis finalement tu réalises qu'au deuxième tour, il n'y a pas ce qu'il faut, puis l'autre que tu t'en attendais pas vient de le dépasser. Fait que si tu ne gardes pas cette possibilité-là, tu vas te ramasser dans une situation où tu es obligé de produire quelque chose qui n'est pas prêt. Parce que tu as tout misé sur un cheval, puis là, c'est pas un cheval gagnant, mais tu vas y aller pareil. Si on veut pas faire ça, il faut qu'on soit capable de développer 3-4 projets en même temps, puis les aimer, puis les nurturer, puis voir comment ils se développent. Mais tu sais, c'est fou, c'est que ce 5 ans-là, tu disais, où vous avez acheté La Fête, puis là, tu étais comme, il n'y a rien qui se passe. Finalement, vous avez cheminé dans tout votre processus complètement. La Bible, mais aussi, genre, la vision d'entreprise aussi, de production, mais de la créativité. Puis complètement. Si vous étiez garoché dans le premier film, on n'entendrait plus parler déjà. Non, on n'entendrait plus parler déjà. Fait que c'est pour ça que c'est un full circle avec ce qu'on disait au début, t'apprends de tes erreurs, puis si t'es pas dans ce mindset-là d'être capable de dire, OK, bien là, s'il se passe rien, il y a une raison, on va la comprendre, on va modifier, on va s'ajuster. C'est bien dur de... Puis là, tu as dû réécouter tous les originaux, les films de Rock Demers et tout. As-tu un favori, toi, là-dedans? Ou c'est trop dur à départager? Question. J'ai-tu un favori? Je pense pas. Toi, t'étais-tu trop vieux pour la guerre des Tucs? Non. Moi, je suis dans la génération de tous les Comptes pour tous. Fait que je les ai toutes vécues. Mais non, évidemment, la guerre des Tucs, c'est la guerre des Tucs. Ça reste un classique. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. La Championne, c'est con, on y pense pas. Il est moins connu. C'est le préféré de ma fille. Mais c'est préféré de il doit être sorti plus tard. Oui, il est sorti plus tard un peu. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Rock faisait un film en français, un film en anglais, un film à l'international. Fait que La Championne, c'est tourné en... Je me rappelle en Roumanie. Fait que on les connaît un petit peu moins. Okay. Il était doublé en québécois pour le Québec, mais il n'était pas tourné ici. Fait qu'ils sont un peu moins populaires, mais c'est un super film. Il y en a une couple de même qui sont... Est-ce que les Aventuriers du Temps perdu, c'est-tu dans les Comptes pour tous? Oui, les Aventuriers du Temps perdu. C'était tourné en anglais, par contre. Tourné en anglais. Canada anglais. Moi, je suis né en 86, fait que moi, c'est ça. Puis Tirelire, Combine et compagnie, c'est pas mal les deux que j'ai le plus vu. Ben, Tirelire, je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'en a inspiré pour Coco Film. Ah oui, puis... tu vois, Tirelire, avec Bac et Bottine, c'était celui qu'on avait, parce que j'adorais l'idée des jeunes entrepreneurs. J'aimais beaucoup l'idée de... Puis tu sais, j'avais fait de la recherche, puis j'avais trouvé plein d'histoires écœurantes sur des jeunes à travers l'Amérique du Nord là, qui ont parti des business à 11 ans. Là. Puis il y avait une petite fille, j'avais lu un article, elle a parti d'une compagnie de bonbons sans sucre. Okay. Puis elle est devenue millionnaire à comme 13 ans. Oui, parce que souvent, ils ont la vision différente que copier le marché. Il y avait aussi souvent des articles de jeunes, justement, de 13-14 ans qui développent des produits qui permettent de nettoyer les océans, genre, des affaires comme ça. T'es comme, voyons. Pourquoi il y a des messieurs riches avec des moyens qui font pas ça? Qui ont pas... Mais ça revient à ce qu'on disait de Mademoiselle Bottine, c'est cette espèce d'enfant intérieur que tu perds, duquel tu as vraiment besoin, parce que c'est souvent lui ou elle qui sait où est-ce que tu es supposé être puis qu'est-ce que tu es supposé faire. Fait que quand on l'entend plus, cette voix-là, c'est bien difficile d'être sur son X. Fait qu'il y a beaucoup de ça dans Mademoiselle Bottine.
Écoute, merci vraiment pour cette belle conversation, Dominique. Je pense que tu es vraiment une personne très inspirante, honnêtement, avec un parcours vraiment original. Fait que ça a été du bonbon à nos oreilles. Qui était maintenant sur ton X. C'est ça. Sur X, oui, je pense que. Fait que si ça continue, on se revoit à chaque année. On se revoit à chaque année. C'est sûr qu'on se revoit à l'automne avec Ma belle-mère est une sorcière, puis on va essayer de continuer de vous en sortir un par année. Oui, merci de perdurer la tradition.